Bonjour à tous, c'est Lisa et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des heureux parce que vous avez été très nombreux à me le demander. Je vous ai, sans vous le dire, enregistré le live santé de lundi, donc c'était le lundi 16 septembre. Je me suis enregistrée et j'ai décidé de vous le publier. Tous les lundis sur Instagram, je fais mon live santé à 20h30, vous pouvez m'y poser vos questions. Et parce que mon but est de rendre toujours la santé et la nutrition plus accessibles, j'offrirai à l'un des participants mon e-book Mes 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie. Évidemment, la personne qui le remporte gagne aussi les bonus qui vont avec, c'est-à-dire les 20 recettes et le podcast qui va avec. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à mon compte Lisa Salis Life et je vous donne rendez-vous tous les lundis à 20h30 pour à la fois me poser vos questions et pour tenter votre chance. Pour connaître toutes les questions qui ont été traitées durant ce live, je vous invite à vous référer au descriptif du podcast. Je vous ai mis le timing avec toutes les questions que je traite, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici l'enregistrement du live de lundi, donc bonne écoute à tous. Je vais commencer tout de suite avec les questions que vous m'avez envoyées. Alors, j'avais déjà une première question de Léa. Léa qui me demandait, les légumineuses sont-elles plus difficiles à digérer que les protéines animales ? Alors, en fait, il arrive que les légumineuses soient moins bien digérées. Pour moi, il y a déjà une question d'habitude, c'est-à-dire que les populations qui en mangent depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas de problème digestif. L'autre problème en lien avec les légumineuses, c'est qu'on ne sait plus les préparer correctement. Les légumineuses, tout comme les céréales, ça se rince, ça se fait tremper, idéalement ça se fait germer et ça se mastique. Voilà. Donc du coup, quand on respecte tout ça, déjà ça va beaucoup mieux au niveau digestif. Après, le problème qu'il y a aussi souvent, c'est que on va intégrer les protéines végétales un peu du jour au lendemain, ce qui fait que le corps n'a pas trop le temps de s'habituer, surtout au niveau enzymatique. Donc ça, c'est déjà plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu'on peut avoir du mal à digérer les protéines végétales. Après, c'est vrai que puisqu'elles contiennent des inhibiteurs d'enzymes, justement quand elles ne sont pas trempées, pas germées, etc., on va avoir la blinde d'inhibiteurs d'enzymes, ça peut créer des problèmes digestifs. Et pour les personnes qui ont un intestin irrité, qui ont une dysbiose intestinale, j'en ai parlé dans mon dernier article, elles peuvent avoir une intolérance aux FODMAPs, donc, ou à plusieurs FODMAPs, donc c'est ces fameux sucres qui fermentent, là aussi je vous renvoie à mon article. Et dans les légumineuses, on va avoir certains de ces sucres qui peuvent être irritants. C'est ça qui fait que parfois, les légumineuses peuvent être difficiles à digérer. Voilà. Maintenant, c'est toujours la dose qui fait le poison. Donc si vous voulez manger plus de protéines végétales, essayez de commencer progressivement, de ne pas faire tout du jour au lendemain. Puis c'est un peu pareil, si on mange trop de protéines animales, on va avoir des problèmes digestifs, mais d'un autre ordre. On peut aussi, on va avoir un excès de toxines. Dans tous les cas, l'excès de protéines animales est quand même cancérigène. On sait qu'au niveau du côlon, surtout la viande rouge, elle a quand même un potentiel cancérigène assez important. Donc c'est toujours la dose qui fait le poison. Ensuite, j'avais une autre question. Alors, concernant le jeûne intermittent, je vais y répondre parce qu'on me pose toutes les semaines la question. C'est Manon qui me demandait que penses-tu du jeûne intermittent ? Alors, j'en pense que du bien. J'en pense que du bien, tout simplement parce qu'il va vraiment permettre de faire une vraie pause digestive. On se rend compte aussi que pour les personnes qui ont du mal à respecter leur faim et leur satiété et à vraiment savoir si elles mangent par habitude ou par faim, ça va être très bénéfique parce que du coup, elles vont faire le jeûne intermittent de 8h ou de 10h en fonction des personnes, c'est-à-dire qu'on va manger sur un intervalle de 8h pour les hommes ou un intervalle de 10h pour les femmes. Et d'avoir cette pause digestive, ça va déjà, faire du bien au système digestif, permettre aussi au corps de mieux se régénérer, de mieux se détoxifier. Et au niveau de la satiété, ça va être bénéfique. Ensuite, on conseille aussi ça pour les personnes qui veulent garder leur masse musculaire et perdre de la masse grasse. Parce qu'en fait, surtout chez les hommes, beaucoup d'études scientifiques nous montrent qu'avec le jeûne intermittent, on a une optimisation de la perte de masse grasse tout en préservant la masse musculaire. Donc c'est quand même hyper intéressant. Pour les femmes, c'est moins évident. En tout cas, les études ne nous montrent pas... c'est pas aussi probant. Comme je le disais déjà dans un autre live, il ne faut pas oublier que nous, les femmes, on a un cycle hormonal et on a des œstrogènes qui font tout pour qu'on garde le gras. Donc, au niveau du jeûne intermittent, ça peut être un peu plus compliqué.
Pour rappel, je rappelle toujours aux femmes en fait de ne jeûner que maximum 14 heures. Le jeûne intermittent en général c'est 16 heures de jeûne, pour les femmes ça va être 14 heures max. Pareil, parce qu'on a un cycle hormonal qui est sensible à ce type de jeûne, en tout cas quand on le fait sur le long terme. Si vous le faites 3 fois dans la semaine de temps en temps ou 3 fois dans le mois, c'est pas bien gênant. Si vous commencez à le faire tous les jours, bof, voilà. L'autre chose que je voulais vous dire sur le jeûne, évidemment déconseillé aux femmes enceintes, déconseillé aux personnes qui souffrent de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, déconseillé aux personnes aussi qui font des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire des reflux gastriques, parce que c'est souvent des personnes à qui je conseille de manger en petite quantité, plus régulièrement. Donc là, en l'occurrence, le jeûne et de faire des plus gros repas, ça va pas être super pour leur digestion, et elles risquent d'avoir beaucoup de reflux. Et je pensais aussi à autre chose pendant que je vous le disais. Oui, pour les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie, à éviter. Parce qu'en fait, le jeûne intermittent, c'est un stress. Quand on a un niveau de vitalité optimal, c'est un stress positif. Quand on a un niveau de vitalité râle et pâquerette, ça va être un stress perçu négativement par l'organisme. Et quand il y a hypothyroïdie, la vitalité est HS, les glandes surrénales sont HS, et le stress va être beaucoup trop important pour une personne hypothyroïdienne. Donc, à éviter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question donc, de Manon, mais je pense aussi à beaucoup d'autres personnes, parce que vous êtes toujours très nombreux à me poser des questions sur le jeûne intermittent. J'avais une question également, donc n'hésitez pas à ajouter dans le chat des petites questions en plus par rapport au thème que j'aborde. J'avais une question de Melab qui me demandait quelle marque d'aloe vera utilises-tu ? Alors, en externe, j'utilise la marque Pure Aloe, que je trouve plutôt clean en termes de composition, et puis bon, c'est en externe, donc j'utilise... Qu'est-ce que j'utilise chez eux ? J'utilise un gel intime et j'utilise mon gel d'aloe vera que j'utilise comme sérum sur le visage. Et en interne, voilà ce que j'utilise. Donc pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas le live, je suis en train de montrer une feuille d'aloe vera. Voilà. Si jamais dans mes stories mises en avant sur Instagram, vous allez dans mon profil et vous avez une story mise en avant qui s'appelle Aloe Vera. Là, vous avez une vidéo où je vous montre comment est-ce que je prélève le gel de la feuille d'aloe. Et ce que je vous conseille, c'est de le mixer avec un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse. Vous en trouvez en magasin bio ou avec même un peu de jus de citron pour le conserver un peu plus longtemps et vous le consommez dans la semaine. Et ça, c'est un super gel du coup à consommer parce qu'il n'y a pas d'excipient, il n'y a rien d'autre et c'est pur. Et commencez par des petites doses, j'ai écrit un article dessus aussi. Et vous pouvez augmenter la dose progressivement. Moi, en général, je prends un demi-verre par jour à peu près. Pas tout le temps, mais voilà, j'en prends quand j'en ai, je prends ça. Là, j'ai une question. Quelle vitamine D conseilles-tu en cure d'octobre à mars ? Alors, quelle vitamine D ? Moi, je travaille beaucoup avec le laboratoire CopMed parce que j'aime beaucoup leur qualité de travail. Ils sont très consciencieux dans les choix des produits parce qu'ils choisissent toujours des produits qui sont bien biodisponibles. Et dans le mode de fabrication, je les connais, ils sont bien dans les façons d'envoyer les produits aussi. Donc en général, je recommande la vitamine D de chez CopMed. Ils en ont une qui est animale parce qu'il faut savoir que la vitamine D, souvent, elle est prélevée sur la laine de mouton, donc elle ne souffre pas, on les tond et cette laine de mouton nous donne de la vitamine D. Ça, je l'ai su quand je faisais mes cours de naturopathie, j'étais sciée. Donc voilà, sinon il y a une vitamine D végétale qui est à 1000 unités internationales par jour, donc c'est intéressant. Moi j'aime bien méga doser la vitamine D, je donne des grosses doses, mais c'est que quand j'ai des analyses de sang et si la personne est carencée, je peux monter jusqu'à 10 000 unités internationales par jour. Je dis bien 10 000, c'est pas une erreur. Et sinon, je donne entre 1000 et 5000, ça dépend en fait des analyses. Voilà. Je vois que j'ai une question qui passe. Ah, j'aime bien cette marque pour l'aloe vera. Faut-il respecter des horaires de repas ? Alors, de manière générale, je vais vous conseiller de respecter une routine, mais qui vous appartient. Si vous aimez manger à 9h le matin, puis à 14h, puis à 19h, c'est ok. Enfin, je veux dire, ou si vous préférez manger à 6h du matin, puis à 11h et à 16h, et puis rien manger après, c'est ok. Le tout, c'est d'essayer d'avoir un rythme. Je dis pas que c'est facile, surtout quand on est freelance. Je sais de quoi je parle. Je dis pas que c'est facile parce que on a des rendez-vous des fois qui se posent à la dernière minute, des fois on va manger rapidement, des fois on se dit mince, là j'ai un live, je vais manger plus tôt. Enfin bref, il y a toujours des choses qui font que des fois c'est un peu plus difficile. Mais plus vous allez avoir un rythme régulier, plus votre corps va savoir à quel moment il va devoir sécréter les enzymes digestives, plus vous allez
avoir moins de fringales aussi parce que le corps il va se réguler. Et c'est vraiment bénéfique d'avoir un rythme. Ça va aussi réguler votre cycle circadien en fait, parce que c'est notre horloge interne. Donc ce sera toujours bénéfique d'avoir des horaires. Mais on n'est pas obligé, il y a des personnes qui mangent. J'avais une question d'ailleurs qu'on m'avait posée, je ne sais plus de qui. On m'avait posé la question... C'est Marion qui m'avait demandé combien de repas par jour nécessaires. Sincèrement, il n'y a pas d'obligation en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent 1 fois par jour, il y a des personnes qui mangent 5 fois par jour. Ça va dépendre de vos habitudes, ça va dépendre de vos capacités digestives, ça va dépendre de votre rythme de vie, de votre constitution. Enfin, ça dépend de tellement de choses. Mon conjoint, si je lui mets 1 repas par jour, il va péter un câble. Ça va pas le faire. Et il y a des personnes qui ont des constitutions, j'en parlais au live dernier, plutôt sanguines, plutôt lymphatiques, c'est-à-dire des personnes qui ont une bonne capacité digestive, qui ont plus facilement de l'embonpoint que tendance à être maigres. Ces personnes-là vont plus facilement supporter 1 ou 2 repas par jour que des personnes très fines qui ont des petites capacités digestives et qui doivent manger plus régulièrement. Donc il n'y a vraiment aucune obligation, le tout c'est d'expérimenter. Je le répéterai jamais assez, expérimentez, faites des tests et essayez de faire des tests sur 3 semaines. Sur une semaine c'est compliqué d'avoir des résultats, essayez vraiment d'expérimenter sur 3 semaines où vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il y a un truc qui ne joue pas, vous dites ah ouais non ça c'est pas pour moi, ou alors vous allez vous dire ah tiens je me rends compte que quand je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner et que le soir je mange plutôt léger assez tôt, bah, ça me convient bien. Au début, j'ai un peu galéré la première semaine parce que j'étais habituée à manger beaucoup le soir. Puis en fait, plus ça va, mieux je dors, plus je me réveille en forme, etc. etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, restons quand même sur la logique que nous impose la nature, qui est plus le soleil est haut, plus le feu digestif est élevé. Donc, il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent en mangeant à 14h, à 18h et à 10h et droit derrière, elles se couchent. Selon moi, ça regarde que moi, à long terme, c'est pas viable pour leur santé. Pourquoi ? Alors, je dis pas qu'ils se mettent en danger, loin de là. Je dis juste que quand on a un feu digestif du feu de Dieu à 20, 30, 35 ans, c'est très bien. Mais en vieillissant, le fait d'alléger le repas du soir sera bien plus bénéfique et surtout, ça correspond pas à cette horloge naturelle, on va dire, qui nous invite à suivre les rythmes naturels, tout comme le fait qu'il est bien mieux, mis à part si on travaille de nuit, de être éveillé le jour et de dormir quand il fait nuit, tout simplement. Donc voilà, mais expérimentez, expérimentez, expérimentez. C'est vous les maîtres de votre santé, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, d'accord ? Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Tu réponds aux questions avant que je les pose. Eh bien écoute, parfait. Du coup, je continue. J'avais une question de Manu qui me demandait quelles épices je recommande et où les acheter. Alors, franchement, toutes les épices sont bonnes, j'ai envie de vous dire. La cannelle est une super épice si vous l'aimez, parce qu'elle remplace bien la saveur sucrée. Donc moi, je la mets souvent des fois dans mes thés, dans les pancakes, dans une compote, dans un yaourt si vous mangez des yaourts ou des yaourts végétaux par exemple. C'est très chouette. Elle est légèrement hypoglycémiante, donc intéressante pour les personnes aussi qui ont de l'hyperinsulinisme ou qui ont des prédiabètes ou diabète. Le fenugrec est aussi très intéressante. On est plus sur une graine, mais du coup ça me fait penser à ça. Mais le fenugrec est intéressante parce que elle va aider les personnes minces à prendre du poids et aider les personnes ayant de l'embonpoint à en perdre. Elle est vraiment régulatrice en fait de l'appétit, donc elle est intéressante. Sinon en épices, on a le curcuma. Bon, curcuma c'est vraiment la reine des épices dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors pour info, le curcuma, c'est sa curcumine qui est très efficace sur l'inflammation, à condition d'être mangé avec du gras, tout seul vous n'allez pas l'assimiler, et de la mélanger à du poivre noir. Sinon la curcumine, vous assimilez quasiment rien. Par contre, si les personnes ont un intestin irrité, à éviter. Le poivre noir est à éviter. Donc dans ce cas-là, je conseille plutôt de prendre du curcuma qui va être en complément alimentaire. Et là, c'est même plus du curcuma, c'est de la curcumine qui est associée à un transporteur qui permet d'assimiler directement au niveau cellulaire la curcumine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de labos qui font, il y a quelques labos de qualité qui font ça. Je vois passer le lait d'or. Alors le lait d'or, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est un truc que je fais plus l'hiver, mais c'est de l'or en barre. Je me demande si j'ai pas écrit un article sur le lait d'or. Je crois pas. C'était prévu, mais je crois pas que je l'ai fait.
Et le lait d'or, c'est une recette ayurvédique. En fait, on va mélanger ou du ghee et de l'huile de coco, avec du curcuma, de la cannelle, du poivre noir, avec du lait. On peut mettre du lait, pour ceux qui consomment du lait de vache ou du lait plutôt végétal. Et ça vous fait une boisson très anti-inflammatoire. Et c'est un vrai petit bijou. Pareil, quand on a un petit peu faim, vers 4-5 heures, ça nous cale un peu. Et c'est vraiment un lait santé, pour le coup. Voilà. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour le système digestif, les repas trop diversifiés dans l'assiette? Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Plus vous allez avoir d'ingrédients dans votre assiette, plus ça va être difficile à digérer. C'est pour ça d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé une fois en story, les assiettes où vous allez avoir 1 milliard d'ingrédients. Alors, si vous avez plein de légumes différents, peu importe combien vous en avez, c'est pas trop un problème. Par contre, si vous avez des graines, des légumes, des légumineuses, un peu de poisson, un peu d'huile, un peu de céréales, là c'est un espèce de... Bref, c'est une espèce de cacophonie, j'ai envie de vous dire, qui à la longue peut être difficile à digérer, surtout si vous mastiquez pas assez, surtout si vous prenez le plus tôt le soir. Donc des fois, je conseille même les personnes qui me disent « Oh là là, j'aimerais bien faire une monodiète ou un jeûne, parce que là je sens que mon système digestif c'est cata ». Mais au lieu de faire un truc drastique dès le début, commencez par vous dire pendant une semaine, je ne mange que 3 ingrédients par repas. Exemple, pommes de terre vapeur refroidies, ça fait baisser l'index glycémique, avec des haricots verts et un poisson. 3 ingrédients. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive, voilà, c'est bien. Le soir, vous faites lentilles, riz complet ou demi-complet si vous avez un intestin un peu fragile, avec des épinards par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Mais ça va vraiment faciliter la digestion, au cas où. C'est une très très bonne question. J'avais une autre question intéressante de Manu toujours qui me demandait les fruits sont-ils bons pour la santé parce qu'on entend tout et son contraire et je ne sais plus. Alors, oui, les fruits sont très bons pour la santé. S'il vous plaît, ne bannissez pas les fruits, mis à part si vous avez une intolérance au fructose. Les fruits sont bourrés de fibres, d'antioxydants, de vitamines. Ils sont vivants. L'eau qu'ils contiennent est la meilleure façon de vous hydrater. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, donc vraiment faites-vous plaisir avec les fruits. Maintenant, l'apport de fruits doit être moins important que l'apport de légumes. Ok ? Et c'est toujours, comme je le répète et sans cesse, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que si vous faites des cures de fruits durant 3 mois et que vous mangez que ça, évidemment que ce sera mauvais. Parce que vous allez avoir un excès de glucose-fructose, vous allez avoir des carences, pas assez de protéines, pas assez des autres macro- et micronutriments, donc forcément ce sera pas bon. L'autre moment où ça va pas être bon, c'est pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs, qui ont des hyperfermentations. Là encore, je vous renvoie à mon article sur les FODMAPs ou sur la dysbiose, où là les fruits peuvent être source de fermentation à cause du fructose. Mais c'est encore plus en lien avec les problèmes digestifs et intestinaux notamment. Donc ça. Et l'autre chose que je voulais vous dire, oui, c'est que comme toujours, les fruits, je les recommande en dehors des repas, ou alors sous forme cuite. Si vous les prenez en dessert, préférez les compotes ou les fruits cuits maison. Sinon, c'est en dehors des repas, bien mastiqué, et au moment du repas, vous privilégiez les légumes. Voilà. Donc quel est le meilleur moment pour manger des fruits ? Ça peut être le matin en guise de petit déjeuner pour ceux qui veulent alléger un peu le repas du matin de temps en temps et manger que des fruits. Les personnes qui pratiquent aussi un jeûne intermittent, qui par exemple vont manger à midi au travail, mais qui peuvent commencer à manger à partir de 10h, mais qui ont besoin d'un petit déjeuner un peu léger, là ça peut être un bon bol de fruits avec des noix, des amandes, des oléagineux. Sachez que les seuls aliments avec lesquels se mélangent bien les fruits, c'est les yaourts. Les yaourts se mélangent assez bien aux fruits, mis à part les fruits acides comme citron, agrumes, etc. Sinon, ça se mélange assez bien. Et sinon, c'est avec les oléagineux. Donc amandes, noix du Brésil, etc. Donc une petite poignée d'amandes avec 2-3 fruits, c'est très bien. Les fruits 20 minutes minimum avant de manger, je suis pas trop fan de ça, moi. Parce que ça fait un peu grignotage. C'est-à-dire que, idéalement, votre repas, il faudrait qu'il dure 20-30 minutes. Maximum, je dirais 45 minutes, pour après avoir à peu près 4 heures de digestion. Si vous mangez votre fruit 20 minutes avant, puis votre repas, etc., pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense par exemple aux personnes qui jeûnent et qui essayent de se dire, j'ai que 2 repas par jour, j'essaie d'optimiser, pourquoi pas. Mais normalement, le fruit se digère en 1 heure, il se digère pas en 20 minutes. Donc j'entends souvent ce conseil-là, mais je suis pas super fan. J'avais une autre question de Tifilou
qui me disait si on n'est pas viande du tout, intolérant aux œufs, qu'on digère mal les légumineuses, on fait quoi? Alors, clairement, quand il y a autant d'intolérances, des mauvaises digestions, etc., c'est réparation intestinale obligatoire. Là, c'est consultation, ou en tout cas dans les mois à venir, je vais vous préparer du contenu sur les régénérations intestinales. Mais il faut vraiment faire quelque chose sur l'intestin. Bien mastiquer, gérer son stress, gérer ses émotions, parce que vraiment n'oubliez pas que nos émotions impactent directement nos capacités digestives. Et il faut quand même se rappeler que les protéines nous apportent de la structure. Notre ADN, nos tissus, nos tendons, nos muscles, tout notre corps en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas une espèce de masse, une espèce de flaque par terre. Ce qui nous donne de la structure, c'est les protéines. Donc il est aussi important des fois de vraiment apporter l'alimentation qui nourrit notre corps et de pas trop la mentaliser. Je sais que dans les régimes végétariens, végétaliens, on a tendance à mentaliser, sauf qu'on se coupe de nos besoins, on se coupe de nos intuitions, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour moi, il y a un juste milieu à trouver. Donc si dans un premier temps, il faut remanger des protéines animales, parce que c'est les seules que tu digères, comme du poisson même par exemple, fais-le, c'est important pour ta santé aussi. As-tu un avis sur les fleurs de Bach en accompagnement des émotions? Oui, alors avis génial. J'ai d'excellents résultats avec les fleurs de Bach. D'excellents résultats. Sur les dépressions, sur le stress, sur le manque de motivation, sur tout. Franchement, ça marche très 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 bien. En fait, il ne faut pas oublier que 70% de l'effet d'un médicament ou d'une plante, ou peu importe ce que vous prenez, c'est l'effet placebo. D'accord? Ça, il l'enseigne même en fac de médecine. Donc, si vous allez prendre une plante toute seule dans votre coin, sans savoir ce qu'elle fait, potentiellement, ça va pas trop marcher. Si vous prenez de l'homéopathie en vous disant que vous n'êtes pas trop sûr de l'efficacité de ce truc, ça va pas vraiment marcher. Par contre, si vous mettez une croyance sur le produit que vous consommez, si vous avez été voir votre médecin qui vous prescrit de l'aspirine, ou votre naturopathe qui vous prescrit de la Reine des Prés, le fait qu'il y ait un praticien de santé qui vous ait conseillé ça en disant ça c'est bon pour vous, vous allez mettre une croyance positive sur le produit et les 30% restants de principes actifs vont beaucoup mieux agir. Voilà ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi toujours à éviter de faire de l'automédication tout seul. Déjà, parce que ça peut être dangereux. 2, parce que c'est pas forcément ce qui vous correspond. Moi je vois, j'ai 2-3 personnes que je suis actuellement qui au départ me disaient « Ah, j'ai tel truc, je vais prendre tel machin. Ah tiens, là j'ai des brûlures, j'ai pris ça. » Je dis « Non, stop !» On arrête tout, parce qu'à force de prendre 1 milliard de trucs en même temps, le corps il comprend plus rien. Et on dépense son argent pour rien du tout, ça n'a aucune efficacité. Et en plus, la personne va le prendre en se disant « Tiens, je verrai bien », mais vu qu'elle ne sait pas exactement ce que ça va faire sur son corps, ça ne marche pas. Donc, il est important de faire les choses, on va dire, avec intelligence, avec bon sens, d'être guidé. Il vaut mieux investir sur sa santé en prévention, de faire au moins une bonne consultation avec quelqu'un pour dire « Ok, est-ce que ça c'est cohérent? Qu'est-ce que je peux faire comme protocole ?» C'est un investissement qui vous fera gagner beaucoup de temps, clairement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Existe-t-il de l'huile d'onagre pure en gélule sans vitamine E? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a sans vitamine E. Après, il ne faut pas oublier que les huiles végétales polyinsaturées sont quand même assez sensibles à l'oxydation. Donc de mettre de la vitamine E, c'est pas gênant parce que ça va éviter qu'elle s'oxyde. Sinon, il faudrait prendre ton huile végétale, le vierge extract à froid, la consommer tout de suite en fait. Donc quand c'est en gélule, la vitamine E est pas bien gênante, au contraire, elle va avoir un effet protecteur. Voilà. J'avais une autre question qui était intéressante que je voulais traiter avec vous, c'était David qui me demandait que manger en cas de calcul rénal. Donc c'est vraiment en lien avec les oxalates de calcium, les calculs rénaux. Il y a 2 choses quand même à ça. Bon, déjà à la base, on va plus donner des recommandations préventives que la solution du régime miracle pour enlever ces calculs. Quand le mal il est là, en général les calculs ils doivent être éliminés d'une manière ou d'une autre, clairement. En prévention, on va déjà conseiller à la personne de bien s'hydrater, d'éviter tout ce qui est alcool, café, des produits diurétiques, de faire la part belle au magnésium et au potassium, parce qu'en fait, donc potassium ça va être dans les bananes, ça va être dans les pommes de terre, donc idem, pommes de terre, vous pouvez les cuire à la vapeur, les laisser refroidir, ça va baisser l'index glycémique de la pomme de terre. Vous allez avoir les abricots qui soient secs ou frais, tout simplement parce qu'ils sont bourrés de potassium aussi, les amandes, enfin tout ce qui est fruits et légumes de manière générale, c'est bourré de potassium.
Donc ça va être très important pour justement rééquilibrer la balance minérale. Et puis le magnésium va être très important parce qu'en fait, il va absorber une partie des oxalates au niveau intestinal. Du coup, ils seront moins absorbés et moins du coup éliminés par les voies urinaires. Donc très souvent, d'ailleurs c'est intéressant de voir que très souvent les personnes qui souffrent de calculs rénaux, ça va être des nerveux, ça peut être des hypertendus, ça va être des personnes qui ont des carences en magnésium parce qu'ils sont épuisés nerveusement. Et qui dit épuisement nerveux dit carence en magnésium parce que le système nerveux a énormément besoin de magnésium. Donc là pour le coup je suis plus sur ce complémenter en magnésium, toujours associé avec de la B6 parce que la B6 aussi a des effets protecteurs quand il y a des calculs, donc ça peut être intéressant. Je pensais à un autre truc mais j'ai oublié pour les calculs, il y avait un autre truc qui me venait. Hydratation, alimentation riche, oui, et puis évidemment peu de protéines animales, plus de protéines végétales. D'autant plus que là pour le coup l'acide phytique qui des fois crée des problèmes digestifs, là il va avoir un effet protecteur, il va aussi limiter en fait cette absorption des oxalates de calcium. Donc moins de viande, moins de stress, augmentation de potassium, donc fruits et légumes à fond les ballons, de l'eau, limiter l'alcool, le café, tout ce qui est diurétique, c'est déjà des bonnes bases on va dire. Et oui, et le truc qui me manquait c'est ça, c'est qu'après en phytothérapie il y a des super choses à faire contre les calculs, ça c'est quand le mal il est fait. Moi je donne souvent des mélanges aux huiles essentielles, que ça c'est plus en consultation que je le donne pas comme ça en live. Et sinon il y a une plante, là intéressez-vous à cette plante pour ceux qui ont des calculs. J'ai juste oublié le nom, je sais qu'on la surnomme la plante casse-caillou. Son nom c'est Philanthus quelque chose. J'ai oublié l'autre nom mais si vous tapez plante casse-caillou Philanthus, c'est une plante qui est très intéressante pour les personnes qui ont des calculs. Voilà ce que je peux vous dire sur les calculs rénaux. Est-ce que j'avais d'autres questions? Oui, j'en ai eu plusieurs. Je vais quand même regarder si déjà dans le live... Ouh là là, oui, il y a eu pas mal de choses. Sous quelle forme prendre le magnésium? Très bonne question. Alors moi, j'aime bien conseiller un magnésium ou sous forme de gélule associé à des vitamines B et à de la taurine, parce qu'il est beaucoup mieux assimilé. Donc vous en trouvez... Au cas où, vous m'écrivez et puis vous m'envoyez un petit mail et je vous dirai où le commander. Et puis sinon, la meilleure façon d'assimiler le magnésium, c'est par voie cutanée. Donc l'huile de magnésium est très bénéfique. Vous en trouvez dans certains magasins bio, vous en trouvez des fois dans certains salons, santé naturelle, etc. Sur internet aussi, vous en trouvez. Je crois que chez onatera.fr ou .com, vous devez trouver de l'huile de magnésium. C'est très très bien. D'ailleurs, quand vous l'appliquez, ça pique un peu. C'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes carencé. Donc vous pouvez en mettre tous les soirs sur les avant-bras ou sur l'intérieur des cuisses, là où la peau est fine, ce sera très bénéfique. Voilà. Bon les amis, ça fait un peu plus d'une demi-heure, donc je vous propose d'arrêter là. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Je vais répondre à une dernière. Le porridge lait végétal graines de chia est-il conseillé pour tout le monde? Mis à part s'il y a des grosses inflammations intestinales. Où là, la graine de chia, elle peut être un peu problématique parce qu'elle est très riche en fibres. L'avoine aussi, parce que du coup, porridge, c'est avec de l'avoine. Mis à part ce contexte-là, ça va pas être gênant. Les graines de chia, toujours trempées la veille. Hein. Ne les consommez pas comme ça, sèches, parce que, vous n'allez pas les assimiler et elles vont être trop irritantes. Puis elles vont absorber trop d'eau, en fait, donc elles peuvent constiper. Donc en général, on est sur 10 à 20 grammes de graines de chia par jour. Et attention s'il y a des inflammations intestinales, tout ce qui est Crohn, colite, etc. On évite. Voilà, en tout cas, vous êtes trop chou. C'est vous qui êtes top d'être présent. Vous savez que la meilleure façon de m'aider, c'est de partager mon contenu, tout simplement parce que plus on sera nombreux à avoir des vraies infos santé, plus il y aura du monde qui reprendra sa santé en main, plus je serai contente. Voilà. Donc vraiment merci infiniment à vous pour votre présence, vous êtes vraiment adorables. Je viens de voir qu'il y a une personne, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, qui a écrit « Demande à participer au live ». Alors là c'est un peu tard parce que je vais arrêter, mais sachez pour les prochaines fois que si en début de live vous voulez participer pour me poser votre question directement, n'hésitez pas. Moi je trouve ça super de pouvoir interagir. Donc vous pouvez très bien me mettre la demande, j'accepte, vous me posez votre question, je réponds à votre question et puis après je passe à quelqu'un d'autre. Avec grand plaisir. Ok? Vous le saurez pour la prochaine fois. Donc merci à tous pour votre présence encore ce soir, pour votre écoute, pour vos questions. Et je vous dis à la semaine prochaine.
lundi 20h30 pour le live santé. Bye bye! Et voilà, c'est tout pour le live de lundi. Je vous ai coupé évidemment le moment où je fais le tirage au sort. Je pense que, à écouter, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Mais en tout cas, je félicite encore Audrey d'avoir gagné mon e-book. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en story, par mail, par message, par WhatsApp, à qui vous voulez. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous et à bientôt.